Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne sur Smart for Change pour rester à l'écoute des marchés chaque jour du lundi au vendredi à 17h. Si vous nous suivez en direct, à la télévision, via vos box, émission que vous retrouvez chaque soir en replay sur bismart.fr ou encore à l'heure qu'il vous plaira en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées. Au sommaire de cette édition ce soir, nous sommes à une semaine de l'élection présidentielle. Le marché, semble-t-il, a fait un choix depuis quelques jours ou une paire de semaines maintenant. Le choix du marché, en tout cas l'anticipation du marché, c'est l'élection de Donald Trump. On peut regarder le dollar qui s'est remis à sourire, les rendements américains, notamment sur la partie longue, qui rejoignent des sommets, ou en tout cas des sommets récents, autour de 4,30% pour le 10 ans américain. Et puis sur les indices actions, assez peu de mouvements à signaler, si ce n'est que les indices des grandes zones économiques développées sont au sommet ou proches d'être sur des sommets historiques. Pour patienter, les investisseurs auront le droit à une série de données macroéconomiques importantes dans les prochains jours. C'est la semaine de l'emploi aux États-Unis avec le rapport mensuel attendu ce vendredi, mais déjà quelques données qui ont été publiées aujourd'hui. Pauline Gratel vous en donnera les détails dans un instant. Et puis sur la partie macro, les premières estimations de croissance trimestrielle qui vont être publiées à partir de demain pour différents pays de la zone euro, pour l'ensemble de la zone euro, et la première estimation du troisième trimestre américain également qui sera publiée demain. Côté micro, c'est peut-être la semaine la plus chargée de ce trimestre ou de cette saison de publication de trimestriel, avec notamment la partie technologique américaine qui va rentrer dans le bal dès ce soir avec les résultats attendus après la clôture à Wall Street d'Alphabet, Google. Là aussi, Pauline vous apportera le détail des grands résultats publiés aujourd'hui par les entreprises américaines et européennes. Discussion bien sûr avec nos invités de Planète Marché dans un instant. Et puis dans le dernier quart d'heure, le quart d'heure thématique, focus sur le thème robotique et IA. Nous en parlerons avec le président de Galilée Asset Management et ses outils d'analyse de l'investissement thématique. Ronnie Michali sera en plateau avec nous à partir de 17h45. Mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, les infos clés du jour sur les marchés, et c'est avec Pauline Gratel. Bonsoir Pauline. Bonsoir. Je le disais, c'est une semaine qui va être marquée par la publication de différentes données relatives au marché du travail américain. Nous avions le rapport JOLTS pour le mois de septembre, publié cet après-midi. Voilà, en attendant la suite des chiffres de l'emploi et le rapport officiel vendredi, regardons donc l'enquête JOLTS pour le mois de septembre qui recense les ouvertures de postes sur le marché du travail américain. Elle montre que le nombre de postes à pourvoir diminue légèrement avec 7,4 millions d'ouvertures et c'est sous les attentes. Le chiffre du mois précédent a été révisé en baisse à 7,8 millions. Autre indicateur particulièrement suivi à une semaine de l'élection, la confiance du consommateur américain mesurée par le Conference Board pour octobre qui bondit de quasiment 10 points sur un mois. C'est largement au-dessus des attentes. Quelles ont été les réactions de marché après la publication de ces différentes données sur le marché obligataire en premier lieu, Pauline? Alors, le rendement de l'obligation américaine à 10 ans poursuit sa remontée au-delà de 4,30% au cours de la séance. Le rendement de l'obligation américaine à 2 ans, lui, tourne autour de 4,15%. En Europe, le rendement de l'obligation allemande remonte également autour de 2,30%. Le spread entre la France et l'Allemagne est stable, entre 70 et 75 points de base. Quelles ont été les réactions sur les indices actions également, Pauline? Aux États-Unis, après la publication de l'emploi JOLTS, les principaux indices évoluent sans réelle tendance. Une attitude partagée en Europe où les indices sont en léger repli. Le CAC 40 cède finalement quelques points après avoir progressé dans la matinée. La micro qui est évidemment une séquence importante en ce moment avec la publication encore de nombreux poids lourds américains pour le troisième trimestre. Oui, à commencer par Pfizer qui publie des résultats meilleurs que prévus pour le troisième trimestre grâce à son traitement contre le Covid. Le chiffre d'affaires du traitement en question, le Paxlovid, s'élève à 2,7 milliards de dollars quand les analystes tablaient sur 450 millions de dollars. Pfizer relève également sa prévision de bénéfices annuels, mais malgré tout, le titre ouvre en repli. La publication de McDonald's était attendue également. La chaîne fait état de ventes mondiales en recul de 1,5% en données comparables au troisième trimestre, alors que les analystes tablaient sur une baisse plus mesurée. C'est le plus fort recul des ventes de l'entreprise depuis 4 ans. Après de multiples hausses des prix, les consommateurs sont moins allés au McDo en Europe, en Chine
Chine et aux États-Unis. Le titre est à l'équilibre à Wall Street. Et puis dans l'automobile, Ford n'échappe pas aux difficultés du secteur. Oui, l'entreprise abaisse ses prévisions annuelles de bénéfices. Pour le troisième trimestre, le bénéfice est sous les attentes à 900 millions de dollars contre plus de 1 milliard il y a un an. Les investisseurs jugent cette publication décevante et le titre chute de plus de 10% à l'ouverture de Wall Street. On verra Valérie Gastaldi à nos côtés, elle a l'air contente. Elle nous explique pourquoi elle est contente de la chute du titre Ford. Dans les autres chutes du jour, on peut retenir également PayPal, Pauline. Oui, la société fait état d'un bénéfice net en repli de 1% à 1 milliard de dollars. Le chiffre d'affaires, lui, augmente de 6%, mais c'est inférieur aux attentes. Le marché est également déçu de cette publication mitigée. Le titre lâche plus de 7%. Quels seront les grands rendez-vous de demain au programme pour les investisseurs ? Donc, les investisseurs arbitreront les résultats d'Alphabet publiés ce soir après la clôture de Wall Street. La suite des techs américains, ce sera demain soir avec Meta et Microsoft. Côté macro, les premières estimations des PIB américains et de la zone euro pour le T3 sont attendues. Tendance, mon ami, chaque soir, le résumé complet des enjeux du jour sur les marchés financiers avec Pauline Gratel dans Smart Bourse sur Bismart for Change. Nos invités avec nous chaque soir, 3 invités pour décrypter les mouvements de la planète marché. Valérie Gastaldi avec nous, stratégiste chez Day by Day. Bonsoir Valérie. Bonsoir Grégoire. À vos côtés, Julien Pierre-Nouan, le directeur des études économiques et de la gestion diversifiée de Lazare Frères Gestion. Bonsoir Julien Pierre. Bonsoir. Et Florent Vabon qui est avec nous également, économiste chez Ecofi. Bonsoir Florent. Bonsoir Grégoire. Ravi de vous retrouver, merci d'être là. Oui, puisque je l'ai cité pendant le point bourse de Pauline, sur Ford qui perd 10%, je vous ai vu réagir Valérie. Quel est le sens de la réaction ? Ça fait toujours plaisir quand on fait une fait reco. Vous aviez recommandé quoi ? Ford à la vente ? Sinon, j'aurais pas été très contente. Oui, j'entends bien. Oui, l'automobile, ça n'a pas trop le C'est un no-brainer pour vous, l'automobile, se mettre à l'écart de l'automobile et vendre l'automobile si on peut encore aujourd'hui ? Je ne sais pas s'il faut la vendre aujourd'hui encore. Ford, elle était dans une configuration particulière un peu avant les résultats, donc on a tenté. Mais dans l'ensemble, oui, l'automobile reste plutôt un secteur qu'on ne favorise pas. Bon, on verra, pas encore. On verra si on peut en reparler au cours de cette émission, mais je voulais quand même commencer avec la dimension politique américaine. Julien Pierre, à une semaine de l'élection, je crois qu'on s'est à peu près posé toutes les questions possibles. Je disais en introduction, le marché semble avoir fait un choix. Alors quand je dis le marché, c'est quand on regarde peut-être le dollar, quand on regarde la courbe et les taux obligataires américains, peut-être aussi du côté des matières premières. Il y a la question des marchés actions. Est-ce que le marché dans son ensemble anticipe aujourd'hui clairement une victoire de Donald Trump dans une semaine, ou est-ce que c'est à discuter ? Je pense que c'est à discuter d'abord parce que les fondamentaux, en tout cas si on regarde les sondages, nous disent que c'est quand même encore très serré. C'est vrai que lorsqu'on fait les projections en termes de vote au collège électoral, et qu'on regarde les États, les swing states, les sondages, ils sont vraiment très serrés, vraiment dans les marges d'erreur. Donc, si les marchés sont arrivés à une conclusion, on se demande sur la base de quoi. Enfin, je pense que c'est aussi le reflet de ce qu'on voit sur les sites de paris en ligne. Qui ont pour le coup effectivement pris un vrai pari dans un sens. Après, si on regarde le comportement des marchés, il y a des choses effectivement qui laissent penser qu'on s'oriente, les marchés croient de plus en plus à ce scénario. Le dollar qui s'apprécie, clairement c'est un signe qu'on anticipe une activité plus forte et aussi les effets des hausses de droits de douane. Sur les taux, alors on peut se poser la question, qu'est-ce qui vient de la Fed, qu'est-ce qui vient des élections, et au sein du marché actions, c'est un peu plus mitigé. C'est vrai que le marché américain, globalement, reste très bien orienté, mais on pourrait penser que certains secteurs pourraient être plus dynamiques si on valorisait 100% le scénario Trump. Et ce filtre sectoriel, il n'est pas aussi évident que ça. Il n'apparaît pas aussi, de manière aussi évidente que ça dans les mouvements des derniers jours sur le marché américain. Non, il n'y a pas grand-chose de très, très clair. C'est vrai que le marché aujourd'hui reste encore très drivé par tout le secteur de la tech qui reste très dynamique. Ouais. Bon, Valérie, c'est vrai qu'on commence à l'entendre beaucoup. Le marché a choisi Trump, en tout cas a anticipé la victoire de Donald Trump. Dans quelle mesure est-ce que c'est vrai à une semaine de l'élection ?
Bon, ce que le marché ce à quoi il pense réellement, on ne le sait jamais, mais c'est vrai qu'on essaye de deviner en comparant les évolutions de différents actifs. Et bon, je ne vais pas répéter ce qu'a dit Julien Pierre, j'ai fait les mêmes constats à peu près. Et c'est sûr que quel que soit actuellement, il me semble que moi dans mon travail, j'essaye souvent de prendre les hypothèses dans certains scénarios macroéconomiques ou dans d'autres. Il y en a rarement plus de 2, parfois il y en a un troisième, un petit peu entre, mais souvent il y en a 2 principaux. Et quel que soit le scénario que je contemple, je n'arrive pas... L'évolution des différentes variables ne colle jamais correctement à aucun des scénarios. Le puzzle n'est jamais parfait. Le puzzle n'est jamais parfait. Alors, si j'oublie cette histoire d'élection américaine et que... Parce que parfois, si on ne sait pas utiliser une donnée, il faut juste la mettre, s'asseoir dessus, parce qu'on ne peut pas prévoir. Donc, mais si on regarde l'évolution qu'on a eue sur les 2 dernières années, donc là, je prends un bon recul, finalement, que ce soit les taux ou les devises, on a, alors les devises, les grandes devises, et notamment l'euro-dollar, parce que le yen c'est une grande devise, elle a bougé, mais l'euro-dollar, le dollar index, on n'a pas de tendance et on est grosso modo au milieu de l'espace d'évolution des dernières années, que ce soit sur les taux ou sur le dollar. En fait, pareil à peu près sur pas mal de matières premières industrielles. Donc, sur l'économie, les marchés qu'on dit les plus raisonnables, parce que ce sont ceux qui sont les plus faciles à évaluer, enfin, avec des guillemets quand même, ils disent qu'ils ne savent pas et qu'ils sont prêts à tout. C'est neutre, quoi. C'est ouvert. Ouvert. C'est ouvert. Donc ça, c'est le premier constat. Deuxième constat, en revanche, au cours des 2 dernières années, les actions américaines n'ont pas cessé de progresser, avec un petit peu des hauts et des bas sur la tech. Mais dans l'ensemble, les actions américaines n'ont pas cessé de progresser. Alors, quel est le scénario quel est le lien avec Trump, pas Trump, etc. La récession, pas la récession. Oui. Parce que tout ça, ça fait peut-être pas 2 ans que le marché pense à Trump jour et nuit quand même. En fait, en début d'année, même Trump, il n'était pas du tout dans les prévisions. J'ai réécouté quelques émissions un peu mais vous avez bien fait. Et c'était drôle parce que les avis n'ont pas cessé de changer. Jusqu'au départ de Biden, c'était pas le cas Trump n'était pas évident. Le cas Trump n'était pas. Et puis juste après le départ de Biden, le cas Harris est remonté en flèche. Voilà, c'est ça. Donc, et puis au milieu de ça, on a eu ce problème de la Banque du Japon quand même. Qui a un petit peu secoué le bananier, mais tout s'est calmé, mais qui pourrait revenir sur le devant de la scène. Enfin, c'est quand même une épée de Damoclès sur les marchés, qui n'est plus tellement... Enfin, le yen est remonté, donc les gens pensent à autre chose actuellement, mais il n'a pas fait de nouveau sommet, donc on ne sait pas là aussi dans quel sens... Il peut se diriger un petit peu dans tous les sens. Le yen est remonté, c'est-à-dire... le dollar yen est remonté. Le yen a repris sa dépréciation. On est d'accord. Oui, très clair. Donc voilà, il n'y a que les actions américaines qui ont progressé avec régularité au cours des derniers mois. On a un bond des actions chinoises, mais je pense qu'on peut les mettre un petit peu à côté parce que c'est peut traiter à part. Leur propre, c'est pas de la micro, mais c'est régional. Et puis en Europe, on peut pas dire qu'on est tellement pris voilà. Donc ce que le marché anticipe, franchement, c'est pas grand-chose. Je pense juste qu'actuellement, si vous n'avez pas d'avis très fort sur les obligations et que vous avez quand même toujours des allocations à risque que vous ne pouvez pas supprimer, vous les mettez sur les États-Unis. Mais pourtant, il y a plein d'incohérences parce que on a. Donc, si c'est pas Trump, c'est pas dit qu'il y ait un gros mouvement de secousse de réappréciation des marchés. Tout de suite après les marchés. Il y a peu de chances qu'on ait une grosse secousse, ni dans un sens ni dans l'autre, parce qu'en fait, quand je regarde les mesures de marché dérivé, le marché américain est super couvert. Mais je pense, hélas, je n'ai pas vraiment la finesse, donc c'est un peu, je m'aventure, mais je pense que c'est des options à échéance relativement courte autour de l'événement. Autour de l'événement. Donc il faut qu'on attende que ces options-là tombent pour que le marché puisse bouger un peu plus vite. Ok, bon. À une semaine de l'élection, là, qu'est-ce qui anime votre réflexion, Florent ? Je pense en effet, comme mes camarades de plateau, que ce n'est pas évident en fait, comme effet sur les marchés. Il n'y a pas véritablement d'effet Trump à proprement parler, parce que sinon, sur les marchés d'actions, ce serait beaucoup plus clair.
Mon intuition est la suivante. Sur les marchés de taux, c'est davantage un effet de politique monétaire. Parce que depuis la réunion du 18 septembre dernier de la Fed, donc qui avait baissé ses taux de 0,50%, on a quand même eu un certain nombre de chiffres économiques qui nous ont montré que l'économie américaine était toujours là, pour le dire un peu simplement. Et d'autre part, un certain nombre de membres de la Fed ont émis l'hypothèse que peut-être qu'il ne fallait pas aller si vite, pas aller si fort, et qu'en plus, le compte-rendu de politique monétaire qui a été publié un peu après, les fameuses minutes, montre que les dissensions autour du fait de baisser de 0,25 ou de 0,50 étaient plus fortes que ce que laissait transparaître la conférence de presse le 18 septembre. Donc je pense que mis bout à bout, le taux à 10 ans américain augmente probablement parce qu'il y a un petit effet Trump, mais davantage pour des raisons de politique monétaire, à mon sens. On était à 3,70 le 18 septembre, on est à 4,30 plus aujourd'hui. Sur ces 60 points de base, vous dites la grande partie de la remontée est plutôt liée à la vigueur de l'économie américaine et au repricing du marché par rapport à des anticipations de baisse de taux trop agressives. Bien sûr, parce que comme ce qui a été dit, c'est que l'issue des élections, pourtant on est vraiment très très proche, est encore extrêmement incertaine. Et donc de ce point de vue-là, c'est difficile pour les marchés d'anticiper quelque chose qui n'est pas certain. Ça veut dire que comment dire ? En tout cas, qui n'est pas évident. Mais ça veut dire que la première question, la première réponse du marché, c'est de lever déjà l'incertitude du résultat au soir ou dans les heures suivant le 5 novembre. D'une certaine manière, une fois qu'on saura, on saura. Mais, mais ce que je veux dire, c'est que, on en parlait avant d'entrer sur le plateau, c'est vrai que si jamais l'élection est contestée, elle le sera. Voilà. Pas forcément. Ça va dépendre du scénario qui se met en place. J'entends. Oui, si Trump l'emporte. Grosso modo, il y a 4 scénarios. C'est si Trump l'emporte avec un gouvernement non divisé, donc vraiment la fameuse vague rouge. Donc là, a priori, c'est sans équivoque. Il n'y aura pas de contestation, ou peut-être une petite. Il y aura peut-être des batailles d'avocats, mais en tout cas, c'est pas évident. C'est si jamais il y a quelque chose de divisé, où là, ça peut se discuter. Mais c'est plus si jamais Harris gagne avec le Sénat, ou sans, que là, ça va... voilà. À ce stade, c'est franchement, mettre une probabilité vraiment sur ces scénarios, c'est difficile. Très difficile. Comment on réfléchit néanmoins à l'idée d'une nouvelle élection de Donald Trump, de ce que ça pourrait impliquer, alors que ce soit sur le plan macroéconomique, pour la course de l'économie américaine, mais aussi sur le plan quand même des marchés financiers, au-delà de la seule journée du 5 novembre. Julien Pierre. Alors, on regarde un peu ce qui est dit au niveau de promesses budgétaires. Alors, c'est vrai qu'aux États-Unis, c'est souvent un peu moins formalisé que l'exercice très européen du cadrage macroéconomique et budgétaire des promesses. Mais en tout cas, on regarde quand même l'addition de toutes les promesses budgétaires. Et c'est vrai que je pense aussi ce qui joue sur les marchés, c'est qu'on n'a pas des choix sur les questions budgétaires, on n'a pas des choix très polaires. Non. On n'a pas Kamala Harris n'est pas un parangon de vertu budgétaire. Et donc aujourd'hui, avec un déficit qui est de quasiment 7% du PIB, on a deux candidats qui nous disent on va encore en rajouter sur les prochaines années. Les derniers chiffrages, c'est sur donc, l'horizon des 10 prochaines années. C'est d'un côté Kamala Harris, 3 000 milliards de dollars de dettes en plus, et Donald Trump, c'est 10 000 milliards. Après, on va rentrer justement là dans les subtilités du système politique américain, c'est-à-dire est-ce qu'on va avoir un alignement de la Maison-Blanche et des deux chambres, et là le président peut faire ce qu'il veut sur le plan budgétaire, ou est-ce que ça va rester très partagé? Et là on va rentrer dans d'autres éléments qu'il faut avoir en tête, c'est que on a le plafond de la dette qui est mis en place au 1er janvier. Oui. Et donc, quelques mois plus tard, on sait qu'on rentre dans le dur pour le Trésor. Il y a la question des baisses d'impôts Trump qui arrivent à échéance à la fin de l'exercice fiscal qui vient de commencer. Ouais. Et donc, voilà. Et pour l'instant, le marché n'a pas encore, effectivement, je pense, les clés de lecture des rapports de force politique pour savoir vers quoi on va. Mais c'est sûr que si on a une vague rouge et que Donald Trump fait le plan de relance, plutôt
la poursuite difficile de parler de relance quand on est une économie qui... qui est à 3%. Ouais, j'entends bien. Mais voilà, s'il fait les mesures dont il a parlé, ça va poser la question, effectivement, de la soutenabilité de la dette, du niveau des taux à long terme. C'est une question qui peut très vite venir. C'est-à-dire qu'on est tellement habitué à l'exceptionnalisme américain, le privilège exorbitant, etc. Et en même temps, on a en tête, il y a 2 ans maintenant, de l'autre côté de l'Atlantique et outre-Manche pour nous, le moment Truss. On sait que ça peut aussi aller vite et fort. Mais dans le cas des États-Unis, ce côté vigilance du marché obligataire, il peut s'exercer vite. Le moment Truss, c'était dans un pays qui disposait aussi de sa banque centrale, donc qui structurellement a une capacité aussi à gérer toutes ces questions de choc de taux d'intérêt. Ouais. La question, effectivement, c'est la confiance des investisseurs. Et je pense aussi, pour comprendre le niveau des taux, quel est le scénario d'inflation sur lequel le marché se positionnerait. C'est-à-dire que si on rajoute dans les 3% de déficit en moyenne sur les 10 prochaines années, ça va être inflationniste. Donc les taux longs, ils ne vont pas rester là où ils sont. Ouais. Et s'ajoute aussi à cela, et ça c'est vrai peut-être plus sur la question du dollar, la question des droits de douane que Trump veut mettre en place. Ouais. Valérie, vous disiez tout à l'heure, là, quand je regarde les grands actifs, obligataires, devises, on est au milieu des grands ranges de fluctuations qu'on a depuis 2 ans. Un scénario Trump clair. C'est-à-dire l'idée de ce qu'ils appellent le clean sweep, et visiblement c'est plutôt côté républicain que la probabilité d'avoir un clean sweep au Congrès est plus élevée. Si on est dans ce scénario-là, oui, ça nous fait sortir ces actifs-là des ranges de fluctuations qu'on connaît aujourd'hui, Valérie ? En fait, c'est pas comme ça que je peux répondre à la question. Parce que je vous laisse y répondre. Il n'y a pas un lien entre un événement et une conséquence, parce qu'au milieu, d'abord, il y a la confiance, et puis il n'y a jamais un seul événement. Donc, c'est pas juste l'élection de Trump qui ferait bouger ces marchés-là en dehors des bandes qu'on connaît. Même si Harris gagne et que Trump conteste, que se passe-t-il sur les taux américains ? C'est une question ouverte, je ne sais pas, je n'ai pas la... Bon. Donc moi, en ce moment, sincèrement, je trouve que effectivement, tout peut se produire. Mais quand tout peut se produire, pendant un certain temps d'expérience, il ne se produit pas grand-chose sur les marchés financiers. En fait, si avant un événement très attendu, le marché est au milieu du range et qu'il est couvert, ça veut dire que quand il va se déplacer pour aller sur les bords du range, les forces de rappel vont s'exercer, on va revenir au milieu du range. Donc, on n'est pas prêt, le marché n'est pas mûr pour prendre sa direction. Donc ça veut dire que le résultat des élections sera sans doute clair, parce que je pense que s'il n'est pas clair et contesté, là ça peut bondir. Pour le coup. C'est parce que je pense que c'est pas du tout pricé. Compliqué de pricer une incertitude de résultat pendant 2 heures, 3 heures, 10 jours, c'est compliqué quoi. Parce que je suis pas sûre que ça fasse monter le dollar. Non. Je sais pas. Ne pas avoir de résultat le soir du 5 novembre, c'est plutôt évident. C'est plutôt sur le dollar. Il n'est pas évident. Donc voilà. Donc ça, je pense que c'est pas dans les cours. Et après, en plus, ça dépend si le marché se met à penser aux effets de second tour de chacun des programmes, parce que le premier tour de ce que l'on connaît des programmes, il est à peu près dans les prix obligataires, en tout cas, a priori, parce que sur les obligues, on ne sait pas très bien. En fait, on a cette incertitude de l'inflation, des effets de second tour, etc. Enfin, ou de troisième tour peut-être même, plutôt. Voilà. Donc tout ça, il va falloir du temps. Donc en fait, si Trump est élu, je pense qu'on reste dans le range. D'accord. On n'a pas beaucoup de mouvements si Trump est élu pendant un certain temps. Et après, on verra comment les marchés reprennent confiance ou pas, justement, une fois l'événement angoissant dépassé. L'incertitude majeure, c'est la Fed. Que fait la Fed face à Trump ? C'est plutôt ça le sujet. Et pour les actifs risqués, c'en est un aussi. Ils ne vont pas réagir super vite. Pas immédiatement. On les attendra déjà le 7 novembre. Ils ont un rendez-vous quand même. Ils vont bien dire quelque chose et faire quelque chose le 7 novembre. Mais rien de surprenant. Ils ne peuvent pas d'un coup faire un clash. Donc s'ils font rien de surprenant, ils baissent de 25. Non, la question est plutôt sur 2025. J'entends. Et le sujet, c'est de se dire, qu'est-ce qui est envisagé aujourd'hui par les marchés ?
De manière générale, la vision consensuelle consiste à dire que les taux d'intérêt directeurs vont continuer de baisser jusqu'à quasiment 3%, de manière rectiligne tout au long de 2025. Ouais. Aux États-Unis, en Europe, partout. Ce scénario-là, on comprend déjà, pas. moi personnellement, je ne l'achète pas, même sans Trump. Et encore moins avec Trump. Mais ça peut être balayé dès qu'on a les résultats le 5 novembre au soir. Bien sûr. Ce qui n'est pas du tout envisagé, c'est... Ça implique quand même des mouvements de marché, alors je suis pas fou. Exactement. Okay. Ouais. Non, mais moi je suis sur cette ligne-là. Ce qui n'est pas du tout envisagé, c'est une hausse de taux de la Fed. Alors je ne dis pas que c'est le scénario le plus probable. Courant 2025 ? Je ne dis pas que c'est le scénario le plus probable, mais ce n'est pas inenvisageable compte tenu du programme de Donald Trump. C'est quel type de probabilité ? Il faut vraiment en donner une. Je sais pas, genre, c'est du 10, 15, 20%, ça peut être à ce niveau-là ou... Aux alentours de 20. Aux alentours de 20. Non, je sais, mais non, mais je pense qu'il faut... C'est un scénario alternatif. C'est un scénario alternatif qu'il faut quand même avoir en tête, parce que, effectivement, s'il est prêt à passer son programme et qu'en plus, il a l'aval des chambres et du Sénat, etc., alors effectivement, c'est plus inflationniste, au moins au début. C'est ce que me disait un gérant obligataire il y a quelques jours. Lui, il aime bien suivre la Banque centrale du Brésil dans ce cycle monétaire. En tout cas, ça a été la première à monter les taux avril 2021. La Banque d'Angleterre ne monte les taux qu'en décembre 2021, 3 mois avant la Réserve fédérale américaine. La Banque centrale du Brésil a été la première à baisser ses taux à l'été 2023, si je ne dis pas de bêtises. Et le dernier mouvement de la Banque centrale du Brésil, en septembre dernier, alors que le gouvernement a voulu remettre un peu de fiscal et de budgétaire dans la machine, a été de monter d'un cran les taux d'intérêt, le Selic. Voilà. Donc c'est possible, c'est arrivé. C'est délicat quand même de comparer les banques centrales des pays émergents. Je suis d'accord, Osé, mais pourquoi pas. Mais en tout cas, dans ce cycle, la Banque centrale du Brésil a quand même bien vu les choses, bien anticipées. La Banque du Canada. La Banque du Canada, ouais. Qui se rapproche un peu plus de l'Amérique du Nord. Qui vient de faire des États-Unis. D'accord. Qui vient de faire une baisse de 50 BPL, c'est ça. Ouais. Après 3 fois 25. Bon, sur ces considérations Banque centrale, oui, ça change tout pour la Fed. Ça peut tout changer pour la Fed en 2025 Ça peut tout changer si ça change la question de l'inflation et de la croissance. C'est vrai qu'aujourd'hui, lorsqu'on regarde l'économie américaine, demain, on va avoir les chiffres du PIB, va être sans doute autour de 3%. Ce qui est intéressant, c'est de voir d'où vient cette croissance. Le consommateur américain qui est dans une forme olympique, même si les JO c'était chez nous, et qui tire vraiment la dynamique économique américaine. Ce qui était intéressant, aujourd'hui, on a eu aussi la première estimation de la balance commerciale des biens aux États-Unis. Et ce qu'on voit, c'est qu'on a une très forte accélération des importations de biens depuis une petite année. Donc, ce qu'on voit, c'est que la demande reste très dynamique, essentiellement sur la consommation. Sur l'investissement, c'est plus mitigé. C'est vrai qu'il y a tout ce qui est data center et usine de semis qui est très dynamique, mais le reste de l'investissement, c'est beaucoup plus mitigé. Et il y a aussi la dépense publique. Et le côté offre, le côté production, il est quand même pas aussi pas génial. C'est vrai que la production industrielle aux États-Unis, elle fait plus rien depuis 2 ans. Et donc la Fed, elle peut se retrouver, surtout si on a un deuxième tour de relance budgétaire, face à une demande qui est vraiment trop dynamique. Et donc, à nouveau. On a un marché du travail qui se détend un petit peu, mais qui n'est pas si détendu que ça. On n'est jamais qu'à 4,1% de taux de chômage. Donc oui, si l'activité réaccélère dans les prochains mois, alors pour des raisons d'esprit animaux ou de relance budgétaire anticipée, pour la Fed, ça va être difficile de baisser autant qu'elle veut le faire. Je rappelle qu'en 1995, cycle de baisse de milieu de cycle, on a eu 75 BP de baisse au total. Et c'est tout. C'est ça. Et d'ailleurs, on a vu, derrière la baisse de taux de 50 points de base du 10 septembre, on revoit tout de suite des tensions apparaître sur des marchés clés, comme le marché du repo, ou même sur les taux mortgage immobiliers. On voit tout de suite des tensions réapparaître sur ces marchés-là.
Comment vous voyez quand même l'évolution des marchés? En tout cas, les jeux sont très ouverts aujourd'hui. Valérie, est-ce que ça veut dire quand même que le cycle est fort, que l'idée du bull market survit à Trump et à une élection présidentielle américaine qui fait couler beaucoup d'encre? Qu'est-ce qui est tendanciellement encore fort et solide là de ce point de vue-là? Ce qui reste fort, c'est le dollar. Ouais. Donc moi, si je me projette à courant en 2025, je pense que le sens de sortie de ce fameux range, il a plus de chances de se faire à la hausse du dollar. Et donc effectivement, parce que de toute façon, que ce soit Kamala ou que ce soit Trump, l'inflation aux États-Unis, elle va avoir du mal à baisser beaucoup. Hein. C'est un euphémisme. Je pense qu'elle va plutôt effectivement se reprendre. Donc les taux, je ne sais pas ce que va faire la Fed au mois de janvier, enfin en janvier, oui, trop tôt, mais après le premier trimestre, à partir du premier trimestre, effectivement, en tout cas, les baisser beaucoup, moi ça me paraît pas super probable. C'est pas ce que je peux favoriser sur les graphiques. Au-delà de quelques semaines de mouvement sur les anticipations des opérateurs, mais après sur les tendances, donc taux américain et dollars, pour moi c'est plutôt haussier. Enfin haussier, taux, baissier. Oui, hein, baissier obligue, haussier taux. Oui. Partant des niveaux actuels. Hein. Oui, ouais. On est au milieu. Voilà. Oui, d'accord. Je vois plutôt des sorties. Ok. Voilà. Donc, sur les actions, j'ai commencé sur les marchés financiers un peu avant le crack de 87. Les actions ont monté pendant 6-8 mois avec des taux qui montaient et tout le monde valsait. Donc, ça peut durer. Mais je tiens juste à rappeler que... on a un nouveau paradigme qui est l'intelligence artificielle qui doit, en théorie, faire des gains de productivité extraordinaires et c'est une révolution technologique. On a un effet de levier qui est sur le marché. On l'a vu quand il y a eu un petit choc sur le dollar yen. Si vous regardez l'évolution du Nasdaq au cours de la dernière année et l'évolution du dollar yen, en fait, c'est exactement pareil. Donc, l'argent, les yens, ils partent sur le Nasdaq. D'accord. Quand j'écoute, alors ça peut toujours être trompeur d'écouter, mais enfin, j'ai quand même... Je peux me tromper, mais j'ai quand même entendu... On peut toujours se tromper. Mais, un disclaimer facile. J'y pense tous les jours au scénario proposé, mais quand tu es à la télé, je suis obligée quand même de dire des choses tranchées, sinon ça n'a pas d'intérêt. Quand même, moi, en début d'année, j'ai entendu des gens qui pensaient à la récession américaine, qui parlaient de la baisse des taux, qui disaient donc on va attendre parce qu'il doit y avoir une baisse de taux, mais en même temps l'économie doit être faible, on ne sait pas si ça va être un soft landing ou pas. Donc ils disaient c'est pas trop, ça devrait s'améliorer, mais on va attendre pour acheter. Et maintenant, quand j'écoute, j'entends des gens qui disent de toute façon, les États-Unis, il faut acheter parce que quoi qu'il se passe, il n'y aura plus de récession. Ouais. Donc quand j'ai ce type de discours qui s'inverse, alors que les fameuses valeurs de l'intelligence artificielle, il y en a quelques-unes qui ont beaucoup monté, hein, je veux pas dire. Mais dans l'ensemble, quand même, la tech américaine, pour moi, ne se porte pas si bien en performance relative. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est pas est-ce qu'on a pris 20% en 3 mois, je m'en fous. Par rapport au reste du marché. C'est par rapport au reste du marché et par rapport au sommet qu'un indice avait lui-même fait au préalable. Hein, donc quand on regarde quand on fait ce genre de comparaison, on se rend compte que les valeurs du Nasdaq, elles sous-performent depuis 2023. Voilà. Elles n'ont pas dans leur ensemble. Hein. Une fois encore, il y a des exceptions. Mais c'est normal. Les plus belles et les meilleures, ce sont celles qui feront leur sommet en dernier. C'est celles qui montent le plus longtemps, qui baissent le moins longtemps. Donc tout ça, pour moi, c'est quand même les éléments d'une bulle. Et il y a encore des choses qui viennent alimenter ces éléments de bulle que je constate sur les positions ouvertes, parce que sur les volumes, on a beaucoup d'options de vente qui ont été traitées et qui ont tourné depuis le mois d'août sur les marchés américains. Je pense beaucoup parce que les gens se sont préparés. Le jeu des élections a été tellement bouleversé oui, bien sûr, bien sûr, que les gens se sont couverts. C'est vraiment un très gros risque. Donc ça a un peu complexifié la lecture, mais dans l'ensemble, le marché est
moins couvert en position ouverte qu'il ne l'était il y a 6 mois ou 1 an aux États-Unis. Donc la confiance sous-jacente, la confiance de long terme n'a pas cessé de croître. Et c'est ce que j'entends quand je vous écoute. Enfin, quand j'écoute vos émissions, c'est aussi ce que j'entends. Ouais. Donc j'ai des chiffres qui font que... Voilà. Il y a un phénomène d'exubérance ou d'exagération qui est en train de se mettre en place. On est dans la phase. On est dans la phase d'excès de confiance. Mais comme je vous dis, j'ai déjà vu ces phases-là durer. Donc je sais pas, et j'ai pas l'impression que ça soit immédiat le 6 novembre que ça explose. Sauf si les Américains prennent les armes. Bon, quelqu'un, on ne sait pas ce qui se passe. Mais oui. Bon, mais sinon, ça peut mettre un petit moment parce que effectivement, le déterminant principal à long terme, c'est sans doute ce que fera la Fed et comment vont tourner les anticipations économiques des opérateurs au vu des programmes qui seront proposés. Bon. Ça risque de bouger assez vite quand même. Enfin, non, parce que on va pas. Les investitures, c'est au mois de janvier. Les programmes, les votes, enfin, ça va prendre du temps. Il y a des mots qui seront donnés, mais Trump, il dit tellement de choses. Si c'est lui, enfin, oui, si c'est Harris, peut-être que et qu'elle n'est pas contestée, peut-être qu'on va plus vite s'ajuster à ce qu'elle dira. Mais qu'est-ce que ça implique aussi pour le reste du monde ? Toujours dans l'idée d'un scénario Trump à la Maison-Blanche, avec quand même une partie du pouvoir au Congrès. Qu'est-ce que ça implique pour l'Europe, pour le reste du monde, pour la Chine, etc. On est face effectivement à des élections qui ont des conséquences au niveau planétaire. Ça, c'est évident. Et pour une raison simple, c'est que si la croissance américaine, alors elle est déjà très élevée, si elle est encore plus élevée, ça va avoir des effets de contagion sur les autres zones géographiques. Premièrement, pareil pour l'inflation. Donc c'est plus de croissance pour le monde. Oui, potentiellement. Pas plus mal. Ah bah non, mais toute la croissance est bonne à prendre, oui. Mais pour les banques centrales des autres pays que les États-Unis, ça veut dire que le couple croissance-inflation est modifié. C'est des règles. Et que finalement, encore une fois, le scénario 2025 de baisse de taux continue et pas non plus évident. Même pour une zone comme la zone euro et une banque centrale comme la BCE, ça peut changer aussi la donne. Bien sûr. Oui. On parlait de l'épisode japonais tout à l'heure. Alors je ne sais pas, ça vous intéresse là aussi. Il y a le dollar fort face au yen qui s'est réaffaibli quand même ces derniers temps, dans un contexte où on a là une exception, c'est-à-dire une banque centrale qui est plutôt allante pour essayer de normaliser sa politique monétaire. Est-ce que l'épisode de l'été est complètement oublié, remisé au placard, ou est-ce que c'est le genre d'épisode qu'il faut bien avoir en tête aujourd'hui ? Ces derniers temps, ils ont quand même un petit peu modifié le discours. Ils se sont montrés un petit peu plus prudents. Certains sous-gouverneurs ont dit attention, c'est vrai que l'épisode du mois d'août... La stabilité financière, c'est aussi important. Nous a un peu marqué, etc. Oui. Mais quand même, on est dans une démarche de normalisation très progressive. On regarde l'inflation, on regarde les salaires, on regarde la croissance. Il ne faut pas oublier qu'on est... La volonté de la Banque centrale japonaise, c'est d'enclencher une boucle prix-salaire vertueuse. Ça change de la zone euro, de la Banque centrale européenne, etc. Je n'irai pas plus loin. Et de ce point de vue-là, les derniers chiffres d'inflation ne sont pas très très clairs, ne vont pas véritablement dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'on constate une légère... modération de l'inflation qu'on observait quasi systématiquement à la hausse ces derniers temps. Les salaires un peu pareil. Et la croissance économique japonaise est en train un petit peu de ralentir aussi. Donc si on prend le parallèle toujours avec Trump et le monde, si effectivement le monde est en surchauffe parce que les États-Unis sont en surchauffe, ça peut avoir des répercussions sur le Japon. Et donc ça pourrait accélérer ce processus de normalisation monétaire. Et dans ce cas-là, les risques financiers, potentiellement de débouclage de carry trade, comme on a vu au mois d'août, pourrait ressurgir. Parce que le marché a repris des positions à la vente sur le yen, enfin les carrys sont remis en place. On peut se dire qu'il y en a forcément un peu qui sont revenus, mais je pense que les gens sont un petit peu plus prudents. Surtout, il en reste beaucoup, je pense. Le stock était important quand même de carry sur le yen. Oui, d'accord. Donc ça peut effectivement des effets de répercussion quand même. Mais là, c'est toujours dans le cas où on se situe avec Donald Trump qui gagne, avec la fameuse vague rouge. J'entends. Voilà. Pour l'Europe, qu'est-ce qu'il faut imaginer ? Vous évoquiez la question des tarifs tout à l'heure, Julien Pierre. Alors, il y a la Chine.
De ce qu'on comprend, alors ça fluctue un peu au gré des discours de Trump, mais normalement pour la Chine c'est 60% de tarifs supplémentaires. Pour le reste du monde, je comprends que c'est 10% normalement. Pour un pays comme le Mexique, partenaire dans la zone de libre-échange Nord-Amérique, ça peut être 20, 200, 2000, je l'ai entendu, sur les voitures mexicaines. Bref, est-ce que ça abîme profondément effectivement les échanges commerciaux, le commerce mondial, et spécifiquement sur l'Europe. Les derniers discours de Trump que j'ai entendus sont quand même toujours très agressifs vis-à-vis de l'Europe. Alors la Chine, c'est un sujet, il n'y a pas de débat au sein de la classe politique américaine là-dessus, mais sur l'Europe, il est toujours traumatisé par les Mercedes qui roulent sur la 5e avenue, etc. Enfin, non, mais et la phrase clé de Trump, c'est de dire: sur le plan commercial, nos alliés ont plus profité de nous que nos ennemis. C'est-à-dire qu'il y a quand même un esprit un peu de revanche de ce point de vue-là. Oui, alors vous savez, pour un économiste, la balance commerciale, c'est quelque chose qui est déterminé domestiquement. Donc le déficit commercial américain, il est le reflet d'une demande américaine qui est très vigoureuse et supérieure à ce que les États-Unis produisent. Donc les droits de douane, c'est pas ça qui va résoudre en fait la problématique du déficit budgétaire américain. Le consommateur américain voudra toujours consommer, oui. Oui, alors par contre, il va être soumis à un choc de prix. Ah bah bien sûr. Et dans les dernières perspectives, dernière livraison des perspectives économiques du FMI, il y avait un exercice de simulation donc sur un scénario d'augmentation de 10% des droits de douane entre Europe, États-Unis, Chine, États-Unis également sur tous les autres partenaires commerciaux et la petite dose supplémentaire sur la Chine. Et ce qui était assez intéressant dans ces prévisions, c'est que finalement la zone euro est la zone qui s'en sort le mieux en termes de croissance. Avec 10% de tarifs, on s'en sort mieux. Ça fait du moins 0,2 de croissance, mais plus sur 2026 que sur 2025. Par contre, les Américains sont touchés assez rapidement et de l'ordre de 0,4 points de PIB. Donc, c'est plus coûteux pour les États-Unis s'il y avait des politiques de rétorsion tarifaire, etc. Ce serait plus coûteux pour les États-Unis que ça ne serait pour l'Europe si les États-Unis imposaient des barrières à l'Europe. C'est vrai, assez contre-intuitif, mais finalement, en fait, ça s'explique par le fait que c'est un choc de pouvoir d'achat important pour les ménages américains. Ah ouais. Et donc voilà, donc c'est des sujets compliqués. C'est vrai qu'on a un peu tendance en ce moment à peindre la situation économique dans la zone euro en noir, voire en noir foncé. En réalité, c'est vrai que ce qu'on voit, c'est qu'il y a des indices PMI qui se dégradent, mais les indices PMI sont un peu plus négatifs que d'autres indicateurs économiques comme ceux de la Commission européenne, qui ont été peut-être sur la période récente un peu mieux corrélés à la croissance. On a un taux de chômage qui est toujours au plus bas. Ouais. Aux États-Unis, on était passé de 3,4 à 4,1. Zone euro, on est à 6,4, le plus bas des 40 dernières années. Et voilà, c'est vrai qu'on a un consommateur européen qui est resté très prudent. Aujourd'hui, la croissance de la consommation dans la zone euro, c'est à peu près 1% sur un an. La croissance du revenu disponible réel, qui est quand même le principal moteur de la croissance, il est entre 2,5 et 3%. Donc, il y a de la marge. Les ménages européens ont augmenté leur taux d'épargne, ils ne peuvent pas augmenter indéfiniment leur taux d'épargne. Donc il y a un moment où je pense qu'on peut avoir des bonnes surprises au niveau de la consommation. Il faudra peut-être de la clarté budgétaire et fiscale dans un certain nombre de pays. Mais je pense que la situation économique dans la zone euro n'est pas aussi noire que ce que certains veulent dire. Je vous entends acquiescer, Florent. Oui. Ouais, d'accord avec la description que fait de la zone euro, Julien Pierre. La prévision économique sur 2025 pour la zone euro, on est un petit peu plus élevé que le consensus. C'est aussi la raison pour laquelle on anticipe que la Banque Centrale Européenne ne va pas aller aura moins aussi besoin loin que ce que le marché. À court terme, il y a urgence, on en a déjà parlé, mais à moyen terme, moins. Et Trump et les tarifs, si c'est 10% pour nous en Europe, c'est gérable. Un peu de dépréciation de l'euro, un peu de pouvoir d'achat et des épargnes, et ça passe, quoi. J'ai pas consulté cette étude du FMI encore, mais est-ce que il faut voir si ça évalue les choses, toutes choses égales par ailleurs, parce qu'on a aussi des baisses de taxes du côté des entreprises américaines qui pourraient justement pousser la croissance des bénéfices, les entreprises à embaucher, etc. Et donc on pourrait avoir un nouveau round de croissance aux États-Unis. Ouais. C'est la raison pour laquelle j'ai évoqué tout à l'heure le fait que si l'économie américaine est en surchauffe, le monde est en surchauffe. Ouais, j'entends. Voilà. Bon. Terminons peut-être sur les marchés. Valérie, vous disiez tout à l'heure, donc sur les marchés actions, notamment, difficile d'appeler un top là tout de suite maintenant. Est-ce qu'on peut avoir quand même une participation, en tout cas, je sais pas, on a vu la Chine tenter quelque chose. Est-ce que les marchés européens
qui vont pas si mal. Enfin, les indices européens sont au sommet, là aussi, mais on sait qu'en relatif, l'écart est quand même plutôt grandissant. Est-ce qu'il y a quand même des logiques de rattrapage, de retour à la moyenne qui peuvent se mettre en place dans l'environnement qu'on a essayé de décrire là, au-delà du 5 novembre ? Moi, c'est pas ce que je privilégierais parce que je déteste acheter ce qui baisse et vendre ce qui monte. Je fais systématiquement le contraire. Oui. Donc voilà, je peux pas dire que c'est une bonne idée. Ça le sera peut-être, mais ça le sera pas longtemps. Parce que c'est le principe. Ouais. Voilà. Après, il n'y a que les scénarios assez extraordinaires qui peuvent changer ça violemment. Sinon, c'est une évolution qui va encore prendre du temps. D'accord. Donc des marchés lents, en fait. C'est quelque chose d'assez lent que vous décrivez. Pas beaucoup de vitesse, pas beaucoup d'impulsion. Je pense qu'on reste dans des marchés qui ont une capacité de retour à la moyenne relativement élevée. Donc on peut avoir des écarts de court terme sur 2 à 4 semaines. Pour moi, ça reste du court terme, mais sur 3 mois, 6 mois, je pense que ça ne va pas se décaler dans le bon sens dans l'ensemble, c'est-à-dire que les actions vont plutôt cesser de monter aux États-Unis, en tout cas, mais c'est pas pour ça qu'elles vont se mettre tout de suite à dévaler. Normalement, il faut plus de temps pour que les actions américaines baissent franchement. Et est-ce que si les actions américaines cessent de monter, est-ce que l'Europe se met à monter ? Bon, écoutez, au début de l'année, tout le monde a dit qu'il faut acheter le Russell 2000. Moi, j'attends toujours de le voir monter plus que le reste. Il sous-performe moins. Voilà. Déjà. Oui, mais c'est un premier pas. C'est toujours pas le meilleur plan. Julien Pierre, sur une gestion diversifiée, là, comment on gère une situation déjà le 5 novembre dans une semaine et comment on essaye de voir un peu au-delà quand même ? Nous, dans ce contexte, on aime bien le crédit. Parce qu'on a du portage, effectivement, c'est pas forcément très excitant, mais on est protégé aussi si la conjoncture se dégrade finalement plus que ce qu'on a pu voir sur les derniers mois. Il y aura un effet baisse de taux. Sur les actions, je pense qu'il y a quand même une vraie question. Valérie parlait de bulles sur le marché américain. Oui. On est à 22 fois les résultats prospectifs sur des hypothèses de croissance de 15% pour l'année prochaine. Cette année, on devrait faire autour de 8% avec une croissance économique à 3%. Donc les 15%, il va falloir aller les chercher avec des marges qui sont déjà au plus haut. Et voilà, donc on va voir ce que disent les entreprises sur les prochaines semaines. Mais il y a quand même déjà beaucoup de choses positives dans les cours du marché américain. Bon, un peu de prudence, quoi. On verra effectivement. Alors c'est bien parce que là, on a tout cette semaine. On a de la macro, les estimations de croissance. On va avoir les résultats de Google ce soir et puis ça continue tout le reste de la semaine. Et dans une semaine, l'incertitude politique levée ou non aux États-Unis. Merci à vous trois d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Julien Pierre-Nouhan, Lazare Frères Gestion, Florent Vabon et Ecofi et Valérie Gastaldi, Day by Day, étaient nos invités. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir c'est le quart d'heure thématique et c'est d'ailleurs un focus thématique ce soir dans ce dernier quart d'heure qui va nous amener à parler de robotique et d'intelligence artificielle avec Ronnie Michali, le président de Galilée Asset Management qui nous accompagne régulièrement pour décrypter justement cet investissement thématique. C'est votre spécialité chez Galilée, Ronnie. Bonsoir. Bonsoir Grégoire. Merci d'être avec nous pour parler. Alors, robotique et IA qui est une thématique, vous analysez 25 grandes thématiques de fond avec vos modèles de recherche et vos outils d'analyse propriétaire. Robotique et IA fait partie de ce qu'on appelle les thématiques bicéphales, c'est ça, Ronnie ? Absolument, c'est robotique et IA, parce qu'en fait, on est à l'aube d'une révolution technologique majeure, en fait, où les robots sont sortis finalement des chaînes de production traditionnelles, mais surtout grâce à l'IA, en fait, ils ne sont pas forcément programmés pour les tâches qu'ils doivent réaliser. Ils collectent les données eux-mêmes, ils les traitent parfois eux-mêmes, et ils apprennent. On parle souvent de machine learning, qui est l'une des dimensions de l'IA. Et en fait, ça va faire que les robots et l'IA
sont liés de manière intrinsèque. D'ailleurs, beaucoup de providers d'ETF ou beaucoup de sociétés de gestion les mettent ensemble pour les traiter dans des fonds et des ETF de manière conjointe. Ouais, c'est vrai, effectivement. Alors c'est une thématique, on en a parlé avec vous déjà, mais ça fait un moment qu'on n'a pas refait le point sur cette thématique et on le verra d'ailleurs, 2023 n'a pas été forcément une super année sur le plan boursier pour le thème et les paniers associés à la robotique et l'IA. Mais redites-nous un mot quand même des fondamentaux de cette thématique et ce qui en fait d'ailleurs une méga tendance de fond. Alors on nous bassine avec l'IA depuis bientôt 2 ans maintenant, donc tout le monde a l'impression qu'effectivement ça change le monde. Mais il faut rappeler peut-être un peu les fondamentaux derrière cette thématique. Exactement. Alors nous, bon, évidemment, pour la classer en tant que thématique d'investissement, il faut qu'elle ait des perspectives économiques, aussi du potentiel boursier, si on veut la mettre dans le portefeuille. Oui. Elle peut ne pas en avoir et du coup on la laisse un peu à l'écart. Mais en fait, tout cela vient du fait qu'elle est structurelle, internationale et transversale, comme toutes les autres thématiques qu'on regarde, bien sûr. La taille du marché de l'IA, elle ne fait que monter, mais surtout le taux de croissance, aujourd'hui, c'est 28,5%, donc on est presque à 30. C'est la croissance qui est estimée entre 2025 et 2030. D'accord. Donc c'est quand même énorme en termes de chiffre d'affaires. Statistique peut-être que voilà, on n'est pas tout le temps amené à commenter, c'est le nombre d'articles de recherche dans les revues scientifiques qui explose de manière vraiment exponentielle. On est quasiment sur une courbe exponentielle. Donc ça veut dire effectivement que voilà, toute la recherche scientifique, le public, le privé, se met effectivement à la recherche pour l'IA. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui catalyse énormément les perspectives économiques de cette thématique. Mais surtout, en fait, l'IA générative, elle permet finalement maintenant aux robots d'interagir avec leur environnement. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment structurel. Pour l'international, c'est une problématique bien sûr internationale. La Fédération internationale de la robotique nous dit que maintenant on croit sur ces nouvelles installations de robots plus à 5% par an, mais à 7% par an. Donc ça commence à prendre une pente qui est encore plus ascendante. La Chine et le Japon sont énormément en tête dans l'installation des nouveaux robots. Et sur l'IA, pour le coup, les leaders de l'IA aujourd'hui, c'est qui ? C'est les US, la Chine, Singapour, le Royaume-Uni et la France. Ah oui. La France qui a fait une remontée spectaculaire avec un solide écosystème d'IA générative qui s'est installé en France. Donc ça, c'est pour la dimension internationale. Et transversale, alors je pense que c'est la thématique la plus transversale dans le sens multisectoriel qu'on a dans tout le codex des thématiques. Ça diffuse partout, quoi. Voilà, exactement. L'industrie, évidemment, la santé avec la chirurgie assistée par robot, par exemple, les transports, le véhicule autonome, la gestion du trafic, la construction avec l'impression 3D, par exemple, la logistique avec les robots de tri. Enfin voilà, il y a énormément, je ne vais pas tous les citer, il y a 11 secteurs qui sont concernés. Donc vraiment une thématique super transversale. Ouais. Bon, dans ce contexte, effectivement, il faut qu'on regarde un peu la performance, j'allais dire, boursière de cette thématique. Ce que ça nous apprend, est-ce que ça nous enseigne ? Je disais, alors, 2023 n'a pas été une année aussi régulière, peut-être, que ce qu'on pouvait imaginer pour la thématique IA et robotique. Alors, 2023 était bonne, Grégoire. Ouais. 2024... On est 24, oui, bien sûr. 2024, on est milieu de tableau. J'ai un an de retard. C'est ça. Donc, on peut voir sur le graphique, depuis janvier 2020, donc on a lancé nos indicateurs qui suivent les performances boursières des thématiques et on a des performances depuis janvier 2020. Alors, les 2 années où il fallait avoir la thématique, c'est 2020, plus 52%, et 2023, donc l'année dernière, plus 51%. D'accord. On voit énorme rallye en 2020 et en 2023. L'année, effectivement, la moins bonne, c'est 2022, moins 34%. C'est l'année de la hausse des taux, bien sûr, du fait de l'inflation, guerre en Ukraine, etc., etc. En 2022, on voit justement sur le graphique qu'il y a une belle descente qui est presque en ligne droite, on va dire. C'est vraiment toute l'année qui a été impactée. Et on a 2021, bonne performance, plus 23%. Et puis, year to date, on est à plus 13,1%. On est en dessous du MSCI World. Qui fait quoi, plus 15 ? Voilà, plus 15, c'est ça. Et donc, en fait, ça fait pas l'indice. On est milieu de tableau. Voilà, on est milieu de tableau. Alors, il n'y a pas beaucoup de thématiques qui surperforment le MSCI. Sur les 25 qu'on regarde, il doit y en avoir 10. Mais
quand même, on est milieu de tableau, on est moyen. Alors, ça s'explique aussi par le fait que le PI reste élevé, autour de 30, alors que le MSCI est à 23. On n'a pas forcément une augmentation du PI récente. C'est vraiment, ça se stabilise autour de 30. On a connu plus cher. Ouais, bien sûr. Ouais. Donc voilà, corrélation au MSCI Growth 0,96, corrélation au MSCI Value 0,70. Donc on est beaucoup plus growth que value. Évidemment thématique qui peut bénéficier de la baisse des taux si elle reste constante, s'il n'y a pas de mauvaise surprise sur la baisse des taux. Oui, on en discutait avant. Voilà, exactement. On verra après le 5 novembre. Voilà. Et puis volatilité de 24% sur l'année dernière, que sur un an, c'est parmi les plus volatiles qu'on regarde. Sur la croissance des BPA, plus 20% quasiment sur les 3 prochaines années. Et puis voilà. Et puis c'est intéressant. Thématique parmi les plus volatiles, mais thématique qui regroupe parmi les plus gros poids lourds du monde, que ce soit Nvidia ou Microsoft ou même ASML en Europe, c'est pas des petites entreprises, quoi. Exactement. Alors, ce qui est bien dans cette thématique, c'est qu'on a une diversité quand même de valeurs. Et, comme c'est une thématique très transversale, on va retrouver de la robotique chirurgicale, on va retrouver des fabricants de semi-conducteurs, on va retrouver plein de différentes boîtes qui viennent de différents secteurs. Ça, effectivement, on retrouve sur notre nouvelle plateforme, Galilée Trends, qui va effectivement, thématique par thématique, donner les performances, donner les valeurs qu'on retrouve dans. C'est la fiche complète par thématique, c'est ça. Exactement. Voilà, c'est effectivement ce qu'on fait ici. Bien sûr. Sur un site internet. Outil d'analyse et de recherche ultra précieux dont vous nous permettez de profiter, Ronnie. Force et faiblesse de la thématique. En quelques mots, là, il nous reste 3 minutes pour qu'on parle aussi du gisement de fonds et de comment on peut investir dans cette thématique. Mais force et faiblesse, qu'est-ce qui vous paraît important à signaler de ce point de vue-là ? Alors, force, on va aller droit au but. La grande force de cette thématique, c'est qu'elle permet de répondre parfaitement aux tendances de fond du monde actuel. Ça, c'est vraiment... Voilà. Je vous donne un exemple concret, Grégoire. La transition énergétique, l'automatisation des process industriels, ça va faire que ça va améliorer l'efficience énergétique, l'analyse des données, l'optimisation des matières premières va être permise, et donc, effectivement, voilà, ça nous permet de travailler pour une plus grande efficience énergétique. Deuxième exemple, le vieillissement de la population. La population est de moins en moins productive puisque de plus en plus vieillissante. Les gains de productivité sont compensés par la robotique, par l'IA, mais aussi les robots qui viennent en aide aux personnes dépendantes. Et ça, j'en ai plein des exemples dans différents secteurs. Donc ça, pour les points forts. Pour les points faibles, alors, le potentiel impact sur l'emploi. Alors, évidemment... C'est uniquement, bien sûr, s'il y a des conséquences sur le cours de bourse que ça nous intéresse, en tout cas dans l'analyse thématique. Mais évidemment, les conflits sociaux, etc., peuvent en avoir. Alors, à prendre avec des pincettes, puisque le Forum économique mondial, quand même, prédit que l'IA pourrait créer 12 millions d'emplois de plus que ceux qui suppriment. Donc, vraiment, à prendre avec des pincettes. Évidemment, la collecte de données personnelles, l'IA se fournit en données, c'est comme ça que les machines apprennent, et donc elle absorbe énormément de données. Et la réglementation, on a eu l'IA Act récemment, qui classe l'IA en fonction de leur risque. Ce n'est que le début de la réglementation sur l'IA. Oui. Là, Elon Musk, un forum économique en Arabie Saoudite, vient de lâcher cette petite phrase et cette probabilité. Il dit qu'il n'y aura pas de problème avec l'IA. Il y a 10-20% de chances pour que ça parte en vrille avec des IA qui prendraient le contrôle, qui dériveraient totalement en dehors du cadre fixé par les humains. 10-20%, c'est pas neutre non plus. Effectivement, ça rejoint cette question-là. Comment on investit sur cette thématique ? Ça aussi, c'est un travail précieux que vous faites pour vos clients, mais pour nous aussi, Ronnie. C'est regarder un peu dans le gisement, dans l'univers de fonds pour cette thématique. Quels sont ceux qui vous paraissent les plus pertinents ? Tout à fait. Alors, on a créé, nous, un certificat tracker qui traque cette thématique, c'est nouveau. Avec Galilée Trends, on a aussi lancé une gamme d'AMC, on appelle ça des AMC Actively Managed Certificates. D'accord. Donc sur les 25 thématiques, on va avoir un produit certificat. Exactement. Galilée. Tout à fait. En fait, les indices qu'on commente toutes les émissions, finalement, sont aujourd'hui traqués. Pour certains, on n'a pas encore créé tous les trackers. Pour certains, sont traqués par des certificats trackers. Très clair. Et donc, vous avez les 50 valeurs les plus représentatives de la thématique. On est allé chercher dans tous les fonds et les ETF de la place celles qui étaient les plus représentatives, c'est-à-dire celles qui reviennent le plus, pour avoir une exposition la plus pure à la thématique. Donc, l'AMC s'appelle AI and Robotics et il est réservé aux professionnels,
ou aux particuliers qui ont un mandat de gestion chez un professionnel. D'accord. Sinon, chez les concurrents, on a GlobalX en tracker aussi, Robotics and AI, dans lequel on a 46 pure player de la thématique. Évidemment, bien sûr, tout comme notre AMC, on est sur une exposition US qui est plus importante que ce qu'on connaît en général sur les fonds. Voilà, c'est vraiment avec des valeurs US en principe principalement. Et puis, en fond, on a Candriam Robotics and Innovative Technology. Ce qui est intéressant dans celui-là, c'est qu'il représente bien la thématique, notamment via les innovations dans la robotique. Par exemple, l'automatisation, la réalité virtuelle, etc. Donc ça, c'est intéressant dans ce fonds-là, avec un gérant physique, il en faut pour tous les goûts. Merci beaucoup, Ronnie. Merci de nous apporter votre expertise et la recherche de Galilée Asset Management sur ces grandes thématiques d'investissement. Nous parlions aujourd'hui de robotique et d'intelligence artificielle avec vous. Ronnie Michel, il est le président de Galilée Asset Management, invité de ce quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir.